Les principaux moteurs de la berline allemande étaient des moteurs atmosphériques d'un volume de 1,6 et 1,8. Ils sont quasiment identiques entre eux. Le moteur 1,6 litres existe depuis 1998, Opel Astra G, et a été modernisé 6 ans plus tard, et le bloc 1,8 litres depuis 2003, Opel Vectra C. Sous cette forme, ils ont existé jusqu'en 2012 à 2013, période pendant laquelle ils n'ont subi que des modifications mineures pour se conformer à la norme environnementale Euro 5. Il n'y a rien à redire sur la qualité des groupes motopropulseurs, ils sont très fiables et assez économiques, ils peuvent facilement parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Compte tenu de l'absence de compensateurs hydrauliques sur de tels moteurs, après un parcours de 120 à 150 000 km, il est recommandé de vérifier les jeux thermiques. Ils peuvent être réglés en sélectionnant des poussoirs calibrés. Dans de nombreux cas, la durée de vie des joints de l'échangeur de chaleur est d'environ 150 000 km, après quoi ils doivent être changés, et il est préférable d'éviter les fuites d'huile, sinon le nettoyage de l'ensemble du système de refroidissement ne peut être évité. Pour ceux qui conduisent principalement en banlieue, la durée de vie des joints sera nettement plus longue. Le thermostat n'est pas très fiable et nécessite un remplacement après 50 000 km en moyenne. Son coût est de 70 $ pour l'original. Le fait de ne pas changer l'huile et les bougies d'allumage à temps peut entraîner des problèmes avec l'embrayage du déphaseur et la bobine modulaire, respectivement. Cette dernière coûte 110 $, soit près de 40 fois plus cher qu'une bougie d'allumage. Pour l'ancien moteur, le système d'admission a une géométrie variable. Pendant ce temps, la puissance des moteurs de 115 et 140 chevaux, pour une voiture aussi grosse que l'Insignia est trop faible, et le manque de version automatique limite le choix. De plus, la transmission manuelle M32 à 6 vitesses d'Opel ne peut pas se vanter d'un haut niveau de fiabilité. Une sélection impressionnante de moteurs turbocompressés était également proposée pour le modèle, en particulier un moteur turbo de 1,6 litres, à un 6 LET, à injection distribuée, qui a cédé la place en 2013 à un moteur similaire à injection directe de carburant. Pour l'ancien moteur, une transmission manuelle était utilisée, et pour le nouveau, une transmission automatique était disponible. La qualité des deux laissait beaucoup à désirer. Par exemple, sur un vieux moteur turbo, même pendant la période de garantie d'usine, le piston du dernier cylindre pourrait facilement s'effondrer et la culasse pourrait se fissurer sous l'influence de températures élevées. Le 1.6 CD Turbo, qui a remplacé le 1.6, a conservé sa tendance à détruire le piston, et a également eu tendance à étirer rapidement la chaîne de distribution. Tout cela a été complété par une contamination rapide de la pompe d'injection et du système de carburant dans son ensemble. Tout allait bien avec le fonctionnement de la turbine. Il n'est pas surprenant que le moteur de l'Opel Insignia ait duré moins de 2 ans. Mais les compensateurs hydrauliques pour moteurs turbocompressés ont éliminé le besoin d'ajuster manuellement les jeux thermiques. Au milieu, l'Opel Insignia est apparu avec un moteur turbo à un 80 NT de 1,4 litres, mais ce groupe motopropulseur n'était pas plus fiable que ses prédécesseurs et restait pratiquement inconnu sur le marché russe. Le dernier piston qui tombe en panne, la chaîne de distribution encore sous garantie, la ventilation capricieuse du carter, autant de problèmes typiques du moteur en question. Parmi les moteurs Insignia de 2,0 litres, il n'y en a pas à aspiration naturelle. La base pour eux était le moteur turbo essence Z20 NET de 2,0 litres, connu des Opel Vectra C et Saab 9A3. Grâce à l'injection directe et à une puissante turbine Borg-Warner, le moteur développait 220 ou 250 chevaux selon les versions. L'huile d'origine proposée par le fabricant avec des intervalles de vidange d'huile de 15 000 km a simplement tué le moteur, le compresseur et les électrovannes. Souvent, après 100 000 km, le moteur devait être révisé, ou simplement jeté pour être remplacé. Le changement de la chaîne de distribution et des équilibreurs était nécessaire après 150 000 km, et une pompe d'injection de carburant très fiable ne nous a pas épargné une contamination rapide des injecteurs. La meilleure des options à essence était le moteur turbo de 2,8 litres, qui ne présente aucun inconvénient majeur en termes de performance et, en termes d'efficacité énergétique, n'est pas très inférieur à ses homologues plus petits. Ce moteur avait une puissance de 260 chevaux, et spécialement pour l'Insignia OPC en 2009, il a été porté à 325 chevaux. L'essentiel dans le moteur est de changer la chaîne de distribution en temps opportun, de changer l'huile en temps opportun et d'éviter la détérioration du système de refroidissement. Dans ce cas, le moteur pourra fonctionner sur 300 000 km sans réparation. Les moteurs à fioul lourd sont représentés par un moteur diesel de 2,0 litres avec plusieurs options de puissance, 110-195 chevaux. Dans ce dernier cas, le moteur dispose de 2 turbines à la fois.
Le modèle est basé sur le travail des automobilistes italiens, mais le passage à un volume de 2,0 litres a eu un impact négatif sur la fiabilité de la centrale. Une pression réduite dans le système de lubrification accélère l'usure et le risque de grippage du moteur ainsi que le risque de panne du vilebrequin. Souvent, les propriétaires de voitures allemandes équipaient indépendamment le moteur d'un indicateur de pression d'huile et changeaient le réducteur de pression de la pompe à huile. La situation de fiabilité ne s'est améliorée qu'après l'apparition du 2.0 CDTI, mais cet événement important pour le modèle n'a eu lieu qu'après le restylage de la voiture de première génération. L'Opel Insignia avec un moteur diesel de 1,6 litres est une grande rareté pour la Russie. De telles berlines sont apparues dans le pays sur le marché secondaire européen. Le moteur a présenté des défauts d'usine dans la fabrication du tendeur de chaîne hydraulique, à la suite desquels les problèmes ont commencé après 30 000 km. La destruction des tendeurs a entraîné la chute de la chaîne et a presque garanti des dommages au moteur sans possibilité de réparation. À un kilométrage plus élevé, la chaîne de distribution s'étire, provoquant des distorsions et de graves conséquences pour le moteur. L'entraînement de distribution est très mal situé et pour le changer, vous devez d'abord démonter la boîte de vitesse. Ainsi, seules les unités Opel Insignia à aspiration naturelle n'ont aucun problème, mais leur sérieux inconvénient est une puissance insuffisante. Quant au moteur turbo combiné à une transmission automatique, chacun d'eux peut causer bien des ennuis aux propriétaires. À noter que certains moteurs sont adaptés aux normes Euro 5, index avec la lettre A, et d'autres à Euro 6, index avec la lettre B. Pour ces derniers, l'injection d'AdBlue est également utilisée. La M32 manuelle à 6 vitesses est devenue le type de transmission de base pour les moteurs à essence atmosphérique et les moteurs diesel de faible puissance. Son principal problème est l'usure accélérée des roulements de support, arrière, des arbres menés. Le résultat est un bourdonnement ou une vibration sur le levier lors de l'accélération ou du freinage. Les ingénieurs n'ont pu résoudre les problèmes qu'avec une version mise à jour de la transmission, utilisée sur les berlines depuis 2012. Pour les moteurs plus puissants et un moteur diesel 2.0 CDTI d'une puissance de 120 chevaux, la mécanique F40 est utilisée. En général, il s'agit d'une unité fiable qui vous permet de ne pas avoir de problème pendant longtemps, mais les experts recommandent de changer l'huile de transmission tous les 50 km pour prolonger la durée de vie de la transmission manuelle. Au total, 3 options de transmission automatique ont été utilisées pour la berline. Pour les moteurs essence et diesel turbocompressés, une transmission automatique Aisin TF80SC sous la désignation AF40 à 6 vitesses a été utilisée, qui s'est avérée très fiable. À condition de changer régulièrement l'huile à intervalles de 50 000 km, la transmission durera longtemps et sans problème. Depuis Mi-2013, la transmission a été remplacée par une nouvelle transmission automatique 6T70, créée grâce au travail conjoint des ingénieurs de General Motors et de Ford. Il était utilisé en tandem avec des moteurs à essence de 2,0 litres. La box s'est avérée très réussie, capable de parcourir jusqu'à 300 000 km. Dans le même temps, une transmission automatique 6T45 était proposée pour le moteur turbo de 1,6 litres et, en 2015, elle était associée à un moteur diesel de 136 litres. Cette « automatique » est apparue sur les voitures de General Motors en 2007, suscitant de nombreuses critiques. Par la suite, elle a été modernisée à 2 reprises afin d'augmenter la fiabilité, et des versions améliorées et moins problématiques de la transmission sont apparues sur l'Insignia. En général, les transmissions automatiques de la berline allemande, bien que non idéales, sont tout à fait adaptées à l'utilisation. Les berlines les plus puissantes disposent d'un châssis à traction intégrale avec un embrayage multidisque Haldex. En particulier, l'Insignia OPC était proposée aux acheteurs disposant d'une transmission non alternative sur les 2 essieux. En moyenne, après 30 000 à 40 000 km, l'embrayage nécessite une vidange d'huile pour éviter une usure prématurée et une panne de la pompe électrique et de l'ECU. La présence de problèmes peut être indiquée par l'apparition d'un craquement lors de virages serrés à vitesse minimale et de légers à-coups lors d'accélération brusque. Sur les berlines, chargées, produites avant la fin du premier semestre 2013, l'embrayage avait un firmware défectueux, il est donc tombé en panne plus tôt que prévu. Avec un kilométrage de 150 à 200 000, la pompe électrique nécessitera un changement de moteur, car une usure importante des balais peut également endommager le collecteur. À l'avant, la berline utilise un McPherson traditionnel avec un seul levier de forme triangulaire. Pour la version OPC, conçue pour la conduite à grande vitesse, la suspension a subi des modifications importantes, par exemple, la jante de force de l'amortisseur ne bouge pas simultanément autour de points. Ce dernier est relié à la crémaillère et au levier au moyen de 2 broches. En conséquence,
La différence se situe au niveau de l'avant-bras. Sa suspension hyper strut est montée à l'aide de bagues plutôt que de rotules traditionnelles. Vous pouvez les acheter séparément, comme le pivot supérieur, et il existe de nombreux analogues sur le marché dans différentes gammes de prix. En général, leur niveau de fiabilité est assez élevé, leur permettant de parcourir jusqu'à 100 000 km. Si les amortisseurs standards de la voiture étaient passifs, alors pour les niveaux de finition coûteux, des amortisseurs FlexRid classés comme actifs étaient proposés en option. Il est curieux que les tiges utilisées pour eux soient respectivement en plastique et en métal. Les premiers ne sont pas très fiables et, dans la plupart des cas, ne durent pas plus de 50 000 km. Si vous le souhaitez, ils peuvent être remplacés par des tiges métalliques mais analogiques. Les bagues des tiges stabilisatrices s'usent également rapidement, mais étant des consommables, elles sont vendues sur le marché sans aucun problème. Le problème avec les amortisseurs FlexRid est le mauvais emplacement du câblage électrique, si souvent après l'hiver que commencent les problèmes de performance, qui sont signalés par l'électronique en activant le plus sévère des modes existants. Dans la plupart des cas, les fils se cassent près du casier de roue arrière sur le côté gauche. Des fuites d'amortisseurs sont également possibles après 5 à 7 ans de service. Dans certains cas, ils peuvent être réparés, alors qu'un nouvel amortisseur coûte entre 500 et 550 $ sur le marché, selon l'essieu. Pour les amortisseurs passifs, le prix est 3 fois plus abordable, sans compter de nombreux analogues avec un prix encore plus abordable. En option pour le Break Insignia, des amortisseurs à garde au sol variable sont disponibles, dont le coût sur le marché est encore plus élevé et s'élève à au moins 600 $. Pour les modèles avec essieu avant à traction, l'arrière utilise une suspension à 4 bras, tandis que les versions à traction intégrale ont 3 bras, dont celui du bas a la forme de la lettre H. La qualité de la suspension est bonne, elle s'adapte facilement aux conditions routières et nécessite la réparation et le remplacement d'éléments individuels après une course de 100 000 km. Une grande variété de directions assistées a été utilisée pour le modèle, de l'hydraulique traditionnelle aux entraînements entièrement électriques. La marge de fiabilité des crémaillères de direction est en moyenne d'environ 150 000 km et le surpresseur hydraulique nécessite moins d'attention. En fait, des problèmes ne peuvent survenir qu'en cas de fuite de fluide hydraulique, dont le changement est recommandé tous les 50 000 km. Sinon, des problèmes de performance de la pompe pourraient survenir. La crémaillère de direction elle-même, également utilisée sur d'autres voitures Opel, se caractérise par des cas particuliers de pénétration d'humidité, entraînant une défaillance du capteur de couple. Vous pouvez restaurer sa fonctionnalité en nettoyant et en soudant les contacts. Pour les Opel Insignia à transmission intégrale avec un kilométrage de 100 000 km ou plus, le problème peut provenir de l'arbre de transmission, en particulier de la destruction du palier transversal avant. Un déséquilibre dans son fonctionnement entraîne une augmentation des vibrations et des impacts sur les roulements extérieurs. Le cardan est généralement réparable, ce qui permet d'éviter un autre achat coûteux.